Here we go now. Bienvenue pour cette émission très spéciale, Business Story, une journée avec Moed Altrad. Qui n'en a pas rêvé? En tout cas, ceux qui connaissent son histoire en rêvent certainement. Parce que tout simplement, ce personnage est très fascinant. D'abord pour son parcours, parce que démarrer au plus bas, en étant né dans le désert syrien, donc il a appris à lire et à écrire tout seul, et arriver au plus haut, c'est-à-dire dans le classement Forbes des grandes fortunes. La Tour Eiffel, l'entretien de la Tour Eiffel, c'est lui. Les plateformes pétrolières avec leurs équipements, c'est lui. Les barrières du Tour de France, c'est lui. Mais c'est aussi 300 associations et actions caritatives, au moins, qui sont soutenues par le groupe Altrad. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler business, pas trop en tout cas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le personnage. Il nous a fait l'honneur de faire la couverture du premier magazine. Je ne pouvais pas trouver meilleur modèle du premier magazine, de Business Story Magazine, parce que d'abord, il a été le premier Français meilleur entrepreneur au monde dans le classement Forbes en 2015, donc c'est extraordinaire. Et là, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que bon, c'est une rencontre physique directe. Alors vous imaginez à quel point je suis content de le rencontrer, dans quel état je suis. La seule fois où j'ai ressenti cette montée d'adrénaline, c'est quand je devais rencontrer M6, le roi du Maroc. À l'époque, il était prince héritier. Donc vous imaginez à quel point cette adrénaline est positive et intéressante, parce que ça va me pousser à lui poser des questions que vous posez tous. Alors, vous voulez découvrir comment ça se passe? Je le rencontre dans quelques minutes. Allez, on y va. Alors, il faut que je vous explique quand même le contexte dans lequel a eu lieu cette rencontre. Moed Altrad, bon, je le connais depuis un moment, mais chaque rencontre avec cet homme est vraiment un moment extraordinaire. Donc, le fait de le rencontrer physiquement, de passer un bon moment avec lui, c'est quelque chose de vraiment enrichissant, parce qu'on apprend énormément de choses, notamment sur l'humilité d'un bonhomme comme celui-là. Alors, j'ai été accompagné par mon épouse, Maria, qui, elle, le rencontre pour la première fois. Et elle, forcément, elle est un peu sous le choc et sous le charme de cet homme qui a tout réussi, mais qui accorde un moment de convivialité, sachant que son temps est vraiment très, très limité. C'est quelqu'un de humble, gentil et adorable. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots. C'est un monsieur qui fait du bien. Son regard, son histoire, son passé, il m'émeut beaucoup. C'est un peu l'histoire de mon père. Donc vous allez voir, quand il nous raconte comment se passe sa journée, 24 heures dans la journée, c'est pas suffisant pour lui. Et chaque seconde, chaque moment, chaque minute compte pour cet homme qui gère quand même plus de 60 000 collaborateurs. Alors, comment ça s'est déroulé cette rencontre? On a passé beaucoup de temps, on a balayé plusieurs sujets, tous riches, mais il faudrait que je structure ça pour faire une restitution. On peut pas faire une vidéo d'une journée, mais on va disséquer ça et je vais essayer de structurer un petit peu les moments forts de cette discussion. Alors, on a déjeuné ensemble, on a eu un cadre, mais alors là, un cadre paradisiaque. C'était dans un domaine de vignoble, donc tout se passe à Montpellier. Donc vous savez que Moed Altrad est à Montpellier, donc c'est la ville qui l'a accueilli. Et pour rencontrer Moed Altrad, il faut un cadre qui soit un peu à l'extérieur pour qu'on puisse discuter convenablement. Alors, ce restaurant, malgré tout, ne nous permettait pas de mener une interview comme il faut. Donc, du coup, on a dû s'isoler dans une salle pour que je lui pose vraiment toutes les questions que moi je me posais, mais que peut-être vous aussi vous posez sur ce personnage. Alors, la première question, c'est comment se passe une journée type de ce monsieur? Comment est-ce qu'il
il arrive, malgré la charge de travail qu'il a, comment est-ce qu'il arrive à gérer ça pour sortir un petit peu de son quotidien? Regardez. Alors, Moed, donc il y a plusieurs choses qui ont été dites sur vous, donc on voit beaucoup de vidéos sur le business, etc. Donc on a envie d'explorer un petit peu le personnage, la vie. Donc vous êtes un personnage fascinant. Quel est votre quotidien? Comment est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type, par exemple? Pour vous donner une image, on a 4500 endroits dans le monde où il y a des gens Altrad qui travaillent pour Altrad. Donc vous l'imaginez, tous les jours, des problèmes. Oui. Des problèmes qu'on doit anticiper, qu'on doit venir, sur lesquels on travaille, d'autres qui apparaissent. Donc moi je travaille tous les jours, d'abord je travaille beaucoup, je dors très peu. Mais j'aime bien, je suis passionné par mon travail, je suis passionné par les gens de mon groupe en général et au-delà, et que ça me plaît beaucoup. Alors, une journée, lorsque j'arrive le matin, je me lève à 6 heures, à 8 heures je suis dans mon bureau, je prends une tonne de café pour commencer. Ah, il faut du café. Et c'est parti pour au moins 12, 13, parfois 14, 15 heures. Donc, comment je traite les sujets de mon groupe? Il y a des sujets classiques, une société que vous achetez. Classique signifie que vous avez ça tout le temps. En gros, par exemple, l'amélioration d'une productivité, de la productivité d'une usine, une amélioration de l'action commerciale. Et après, vous avez les problèmes qui apparaissent, qui sont inattendus, en quelque sorte. Qui ne sont pas prévus la veille, mais qui débarquent le jour même. C'est les surprises, ouais. C'est les surprises. Alors, parfois, il y en a peu, j'essaye de les traiter, mais pas tout seul, bien sûr. Je travaille avec les 60 000 personnes dans le groupe, et j'arrive à faire face à tout ça. Donc c'est ça un peu ma journée. J'essaye de trouver des moments pour moi. Donc j'ai trouvé la limite de ça, donc j'ai essayé d'écrire des romans. Et j'en ai écrit 3. Le premier, Badawi, qui est un roman autobiographique. Le second, c'était L'hypothèse de Dieu, où là on traite d'autres sujets, davantage philosophiques, sociologiques, historiques, religieux. Et enfin, la promesse d'Anna, qui traite de la notion d'amour à travers les siècles, depuis la création de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et l'évolution de ce concept et de ce monde. Et enfin, aujourd'hui, je travaille sur un roman qui traite de la notion d'identité. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on va garder de moi une fois que j'ai passé mon tour à quelqu'un? Alors, moi, déjà, quand est-ce que vous trouvez le temps d'écrire? Parce que votre journée, j'ai l'impression que vous passez votre journée à régler des problèmes. Donc, vous trouvez le temps d'écrire le soir, le matin? Alors, quand j'écris, c'est ça votre question, dès que je sens, il y a une inspiration, que je peux être productif. Il y a un peu d'évasion aussi par rapport à votre quotidien quand vous écrivez? Mais beaucoup, mais du coup, vous n'êtes plus dans le business. Vous êtes dans un autre monde. Le moment est très intéressant. Après, vous avez raison, dans la journée, dans la semaine, c'est un peu compliqué. Le soir, un peu, avant d'aller se coucher. Tout le matin, un peu. Mais c'est surtout le week-end où je suis un garçon très structuré. J'optimise au maximum mon temps. J'ai une famille, je les admire parce qu'ils me laissent beaucoup de liberté. Et je leur ai dit, je suis là. Ils me disent, ok, on te regarde, mais on t'emmerde pas, voilà. Et donc, ça me va bien. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 3 romans et aujourd'hui, j'essaye d'en sortir un autre. Peut-être c'est le dernier, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie que ce soit... Jamais dire jamais. Oui, mais tout à fait, j'aimerais que ce soit un texte majeur. Oui, voilà. Donc la quintessence, un petit peu ce que vous avez pensé. Alors comme vous le voyez, donc l'écriture compte beaucoup pour Moed Altrad. Donc
Il faut savoir qu'il a démarré d'abord par écrire des ouvrages sur le management, sur la gestion, sur comment est-ce qu'on gère un groupe, parce que c'est très particulier de faire de la croissance externe, puisque c'est ce qu'il fait. Et par la suite, il s'est rendu compte que c'était très normé, donc tous ces ouvrages sur la gestion, c'est un peu trop carré. Et donc ça lui permettait pas finalement peut-être de s'évader comme il faut par rapport à son quotidien. Ce qui fait qu'il a bifurqué tout de suite sur des romans. Et le premier roman qui est un succès mondial, c'est Badawi, qui raconte, alors de manière peut-être un peu plus romancée, mais qui raconte son histoire. Et ensuite il a embrayé sur des sujets, mais toujours très philosophiques. Le deuxième ouvrage est très intéressant également. Ça parle de 3 couples et il a choisi 3 couples avec des cultures différentes, des religions différentes, et il travaille sur toutes les interactions qui sont autour de ces couples-là. Il y a toujours des messages dans ses ouvrages, et il est en train de travailler sur un dernier livre, comme il l'a dit, sur l'identité. Quelle est notre identité au final? Est-ce qu'elle est liée plus à nos origines? Est-ce qu'elle est liée plus à notre vie telle qu'on l'a vécue? Et donc c'est un ouvrage qui va sortir bientôt, sur lequel il travaille en ce moment. Donc il a toujours besoin effectivement d'écrire, et c'est une manière de s'évader, parce que quand vous écrivez un roman, vous êtes dans un autre monde. Alors comment il gère ce groupe de 60 000 personnes, de 60 000 collaborateurs dans le monde? Eh bien, il y a un moment fort chaque année où il réunit entre 600 et 700 cadres, 600, 700 cadres, vous imaginez, de tous horizons, toutes les langues, toutes les cultures, avec quand même un élément très particulier, mais qui correspond vraiment au personnage. Regardez ce qu'il nous répond par rapport à l'évolution du groupe et la manière dont il le gère. J'ai jamais pensé que l'entreprise, c'est un lieu où on crée des richesses qui vont directement dans la poche de son créateur, son actionnaire. Parce que la richesse, d'abord, il faut la créer, mais deuxièmement, vous ne la créez pas tout seul. Vous la créez avec les autres. Tout seul, on peut faire des choses, mais avec les autres, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr. Et en partant de là, il faudra quand même qu'une partie de la richesse aille à ceux qui l'ont créée, c'est-à-dire aux salariés de l'entreprise, bien sûr à l'actionnaire. Le groupe, depuis qu'on se vit, il y a quelques mois, il y a presque un an. À peine un an, donc c'était 42 000 personnes. Je crois qu'il y a eu NJ, si j'ai bien compris, qui a été racheté. Il y a eu 11 autres acquisitions. Et qui a ajouté 11 autres acquisitions. Oui, 11. Donc, du coup, ça vous va trop passez vite. de 42 à 60 et quelques. Et vous doublez quasiment le chiffre d'affaires. Ah, en plus. Oui, d'accord. Je vous rappelle, ça a commencé par la reprise d'une boîte d'échafaudage. Voilà. Et après, c'est devenu un grand groupe mondial, le premier dans son secteur. Tout à fait. On fait contribuer à la construction des plateformes de pétrole et de gaz, à des centrales nucléaires, à des sous-marins nucléaires, à plein de choses. Ah oui, donc là on va carrément dans d'autres... Donc c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Alors en fait, c'est votre première acquisition, je me rappelle la plus forte, c'est 70 sociétés, je crois, hollandaises. En fait, cette expérience de la croissance externe vous a donné, j'irais, assez d'expérience pour pouvoir en réussir d'autres par la suite. Parce que c'est compliqué d'acheter des boîtes. Il fallait faire des sauts, si vous voulez, qualitatifs comme ça, dans ce qu'on fait. Si vous restez monotone comme ça, sans faire de sauts, ça bouge pas. Ça bouge un peu, mais pas assez. Donc l'ambition, c'est de faire grandir la chose sans en perdre de qualité. Et c'est ce qu'on fait, quoi. Après, vous avez un autre problème, lorsque au début, vous raisonnez à, je sais pas, centaines ou à des dizaines de milliers. Après, vous raisonnez centaines. Vous rajoutez des zéros derrière. Quelques zéros. Aujourd'hui, c'est notre budget de 2022-2023. Un exercice à cheval sur 2 années. C'est 5 milliards. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, on multiplie pratiquement par deux. Et là, il faudra prendre la dimension des chiffres. Déjà, vous voyez, c'est un exemple. La dimension des sites, on l'a dit tout à l'heure. La dimension des cultures, parce que vous habitez de culture à des cultures. Il faudra qu'au côté de ces cultures soient synergiques entre elles. Et c'est ce qu'on fait, en fait. C'est important. C'est important. Alors, je sais que vous accordez beaucoup d'importance aux valeurs humaines
Et au personnel, donc vous rassemblez ces gens de plusieurs cultures, peut-être une fois par an. Oui. Des collaborateurs qui viennent de Chine, d'Australie, j'en sais rien. De tous les pays. Qui parlent peut-être pas tous la même langue, mais Non, ils se retrouvent. Oui, dans des 100 pays, en fait, Oui. là où il y a Altrad. On amène 600, 700 chaque année, on passe à peu près une semaine ensemble ici. 600 personnes ensemble, donc c'est une famille, quoi. Donc Oui. une famille Et ce multiculturelle. qui est, oui, un des gestes les plus forts, c'est que il y a des groupes, ça parle français, ça parle un peu anglais. Oui, Tout le oui. monde parle sa langue d'origine, oui. Et vous avez une traduction simultanée. Ah, ça, donc c'est c'est un génial. geste de dire à quelqu'un, Ouais. tu es australien. Tu parles l'australien. Oui, ou alors tu peux être un aborigène australien, tu parles ta langue. Et on va Et donc la traduction simultanée pour tous les autres, quoi. pour tous les autres. Ça, c'est absolument. génial, ça. Et ça, c'est Ouais. très intéressant. Ouais. Donc il y a cette liberté dans l'action, et puis il y a cette confiance, et puis les valeurs qu'on a évoquées, etc. Ouais. Il y a une multitude de choses. L'authenticité. Voilà un mot qui correspond parfaitement à Moed Altrad. Donc c'est quelqu'un de très authentique, tel que vous le voyez dans cette vidéo, tel qu'il est là tous les jours. L'authenticité, ça passe aussi par sa manière de manager le groupe. Quand il appelle 600, 700 collaborateurs à passer une semaine ensemble, il ne leur demande pas de faire l'effort de parler en anglais ou en français. Chacun garde sa langue, garde sa culture, reste authentique tel qu'il est. Et ça, c'est très très fort. Donc avec des outils qui permettent de traduire simultanément donc, ce que disent les uns et les autres. Mais en tout cas, voilà, il a réussi quelque part à fonder une famille multiculturelle, multidisciplinaire, multi-ethnique et tout ce qu'on veut. Donc c'est un rassembleur quelque part et je comprends pourquoi l'identité lui tient à cœur pour l'ouvrage sur lequel il est en train de travailler. Alors, il y a une anecdote que je trouvais intéressante que Moed Altrad m'a racontée. Quand il a voulu créer sa première boîte, sa première entreprise d'informatique, il a fait le tour des banquiers et à l'époque il a demandé 30 000 francs puisque à l'époque c'était du franc français, soit l'équivalent à peu près de 5 000 euros. Donc, alors il a demandé un crédit, eh bien toutes les banques l'ont rejeté et aujourd'hui dernièrement donc je crois qu'il a demandé 2,5 milliards à peu près pour l'extension de son groupe. On lui a dit Monsieur Altrad, vous les aurez la semaine prochaine. C'est incroyable. Alors à ce propos, sur le mot crédit, ce que j'ai appris avec lui, il m'a expliqué que le mot crédit à la base, c'était confiance. C'est pas le crédit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais avec tout ce qui s'est passé derrière, toutes les exigences bancaires qui sont là pour garantir cette confiance, le crédit est devenu ce que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, c'est un prêt et on vous surveille pour le rembourser. Alors, on sait qu'il y a un autre élément qui est très important pour Moed Altrad, c'est le rugby. Comment est-ce qu'il est tombé dans le rugby? Donc, on est entrepreneur, on est chef d'entreprise, quel rapport avec le rugby? Eh bien, il faut savoir que pour la petite histoire, donc la ville de Montpellier lui a demandé un jour, écoutez, monsieur Altrad, nous avons un problème, le club de rugby a besoin d'1 million d'euros. Alors, comme ils se sont redevables par rapport à cette ville qu'il a accueillie, qu'il a adoptée, bien évidemment, il a dit oui, je ne peux pas laisser tomber comme ça ma ville, Montpellier, j'ai envie de rendre un service. Donc il a dit oui. Sauf que ce n'est pas 1 million d'euros qu'il a posé, mais c'est 8 millions d'euros. Et comme il dit, c'est pas vraiment une affaire rentable, le rugby. Donc le sport n'est pas une affaire rentable. Mais en même temps, comme c'est un entrepreneur, et quel entrepreneur, eh bien il a fait le parallèle avec le management et il a réussi, en tout cas, à faire évoluer ce club. Aujourd'hui, eh bien, il a des titres qu'il n'a jamais eu auparavant. Et puis, c'est pris au jeu puisqu'il est devenu le plus grand sponsor des clubs de rugby dans le monde, avec les All Blacks aujourd'hui. Donc, les All Blacks, derrière, c'est Altrad. Mais pourquoi? En même temps, c'est pour aider les petits clubs. C'est pas seulement pour les grands clubs, c'est pour aider les petits clubs. C'est pour aussi appliquer tout ce qui se passe dans le management à la fois dans le sport et ce qui se passe dans le sport, dans le management. Et vous allez voir comment il en parle parce que c'est un passionné du rugby aujourd'hui. Je suis le plus grand investisseur au rugby au monde. Oui. Voilà. J'ai un club qui s'appelle le MHR, donc à Montpellier, top 14.
On vient d'ailleurs de gagner le Brennus, c'est une première dans l'histoire de Montpellier. Je suis le sponsor de l'équipe de France. Oui. Qui a gagné avec moi le tournoi Destination et oui. qui est classé aujourd'hui première nation mondiale de rugby. C'est jamais arrivé. Oui, c'est jamais arrivé. Extraordinaire. Mais pourquoi ça? Parce que je pense que j'ai joué un rôle. Je ne suis pas le seul. Il y a la fédération, il y a les clubs, il y a toute une infrastructure et il y a les pouvoirs publics qui contribuent à ça. Mais j'avais un rôle de financière, mais c'est aussi de fédérateur de ce mode-là. De sorte, pareil, je vous donne comment ça se fait concrètement, dans le contrat avec la Fédération française de rugby, le groupe Altrad, il y a un article qui dit que l'argent que je vous donne, vos fédérations, il faut que vous le donniez à l'ensemble des petits clubs dans le pays. Effectivement. Oui. Dans le contrat, c'est prévu pour que les petits clubs, ils en profitent. Oui. Oui. Je m'arrête là. Donc, j'ai choisi un autre club où je le soutiens, qui s'appelle la Western Force en Australie. Donc, c'est encore un autre club. Et enfin, j'ai choisi de soutenir la meilleure équipe au monde, qui s'appelle les All Blacks. Ben oui. Les All Blacks. Ça, tout le monde a suivi. Mais là aussi, c'est pareil, si vous voulez. Il faut que le sport est un vecteur de communication, mais aussi un vecteur éducatif. Absolument. A pour vocation de former les hommes, les structurer, leur donner un sens à leur démarche. Je vais vous donner un exemple, et j'en suis fier. Dans un quartier de Montpellier, on a trouvé un jeune homme assez fort et qui était dans un quartier défavorisé et passait son temps à braquer le soir des bureaux de tabac. Et je l'ai trouvé en prison lors d'une intervention. J'étais invité à intervenir dans une prison ici à Montpellier avec des détenus. J'avais en face de moi toutes sortes de condamnés et je ne sais pas si vous êtes allé dans une prison, mais c'est impressionnant. Vous rentrez, vous sentez l'oppression tout de suite. D'abord, dès que vous rentrez, vous sentez quelque chose. Après, vous passez entre plusieurs portiques. Et là, vous sentez encore plus. Et après, vous traversez un couloir. Plus on avance, plus le suspense. Plus que ça. Plus que le suspense et la pression. Et j'arrive à cette fameuse salle, et il y a un jeune qui sort de la salle et il me dit: Monsieur Altrad, je vous connais, je suis le copain de votre fils. Mais il avait 14-15 ans. Mais il est avec des grands criminels. Donc on a été négocié avec le directeur de la prison, disant: faites-nous confiance, on va le sortir de là. Et on s'engage sur un certain nombre d'actions, de sorte qu'il puisse sortir et puisse retrouver une vie normale. Donc on l'a mis dans notre centre de formation du club de rugby de Montpellier. Voilà, on le loge, on le nourrit, on l'entraîne au rugby et on le force à aller faire des études, sachant que il a raté la première partie de sa vie. Et à partir de 13 ans, si on n'a pas fait grand-chose avant... Vous lui avez redonné une chance. Et là, ce garçon-là, il est le pilier titulaire de l'équipe de France. De rugby de Montpellier? Non, de l'équipe de France. D'abord de Montpellier, mais de France aussi. Et donc, si vous voulez, ça, c'est un exemple. J'en ai plein comme ça. Complètement. Et je pense que ça, c'est un des exemples modestes, mais qui me font plaisir. Il y en a plein d'autres. Il y a des milliers que je fais dans le monde, pas comme ça. Alors, il me semble l'avoir déjà dit en introduction, Altrad, c'est aussi plus de 300 actions caritatives, associations, il touche à tout. Donc, alors bien évidemment, on imagine à quel point ce monsieur et ce groupe doit être sollicité. Alors, il m'a dit que quasiment, ils ont 7 à 8 demandes par jour. C'est pas par semaine, c'est pas par an, par mois, c'est tous les jours, ils sont sollicités. Alors, ils aident les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes obèses. Alors ça lui tient à cœur parce que c'est très personnel. C'est quelqu'un dans sa famille qui était obèse, et il s'est dit: il faut que je fasse quelque chose. Et il en parle très bien parce que justement c'est quelque chose qu'il connaît bien, et il a même eu l'occasion d'en parler au président Macron. Et puis regardez ce que nous dit à propos de ces actions-là. 60 000 personnes, c'est quand même incroyable, 60 000 personnes, plus de 100 pays. Donc, mais ce qu'on oublie de dire, et
vous ne dites pas assez, c'est qu'il y a plus de 300 associations caritatives qui sont soutenues par le groupe Altrad. Depuis qu'on a fait le premier entretien il y a 2 ans, déjà des gens me sollicitent, est-ce que vous pouvez demander à M. Altrad? Je dis déjà, moi, on me demande, qu'est-ce que ça doit être chez lui? Vous devez être assailli toutes les semaines, tous les jours, voire tous les jours. Je pense que la première contribution, si vous voulez, c'est la diffusion sur le plan mondial du premier livre Badawi. Ah, le d'accord. premier roman, ça a été traduit dans plein de langues. Absolument. Ça a été vendu, je sais plus, des centaines de milliers d'exemplaires. Ça fait réellement plaisir. Donc, c'est quoi le message de Badawi? C'est que tout est possible. Regardez le point de départ qui est le mien et le point d'arrivée. On ne peut pas imaginer plus bas et on ne peut pas imaginer plus haut. Donc, si, on peut l'imaginer parce que je pense que ça va continuer. Rappelez-vous, on en a discuté il y a quelques temps parce qu'on a eu la chance de se parler. Il y a beaucoup de soutien pour des femmes battues, pour des personnes dans l'obésité, des personnes âgées. Quelles sont, je dirais, les actions pour lesquelles vous avez été le plus sensible ou qui vous tiennent un peu plus à cœur? Absolument. Dans un groupe comme ça, comme Altrad, si vous voulez, il y a des contraintes quand même réglementaires. Oui. Il faudra faire des choses pour la partie environnement, pour la partie RSE, sécurité, etc. Après, le choix des causes, par exemple, parfois c'est personnel, l'obésité, j'ai créé avec des médecins, avec le professeur David Noka, la Ligue nationale pour l'obésité. Ça n'existait pas en France. On l'a créé. Oui. Est-ce que vous savez qu'il meurt en France plus de gens à cause de l'obésité qu'à cause du cancer? Est-ce que vous le savez? Ah non. Eh ben non. Donc, pourquoi? Mais vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. J'ai eu l'occasion, lorsque je suis allé militer pour la cause, par le président de la République, Macron, et je lui ai posé la même question. Il ne savait pas. Mais il me dit, comment toi tu le sais? Je lui ai dit, voilà, parce que je suis touché dans ma famille. Pourquoi on ne répond pas correctement lorsqu'on dit le nombre de morts, obésité? Mais parce que l'obèse, il ne sort pas de chez lui, vous ne le voyez pas. Parce qu'il y a le regard des autres. Oui, la peur du regard. Il n'y a pas que la maladie, parce que c'est une pathologie, mais il y a aussi le regard des autres. Vous voyez. Et donc c'est une forme de ségrégation. Il y a un sentiment autre qui est extrêmement négatif, donc l'obèse il reste chez lui. Absolument. Il commence à s'habiller large, il commence à ne pas sortir, il commence à périr. Et donc, perte de confiance en soi, bien évidemment, sociabilité. Déscolarisation. Déscolarisation, exact. Tout ça, donc vous avez tout ce cumul. Après, on fait des pauses. Vous savez, on a des ouvriers qui travaillent, qui viennent de Pakistan, des pays d'Inde, etc. Et des pays, il y a beaucoup d'inondations. On a beaucoup cette population-là pour les catastrophes naturelles. Etc. Et puis la liste, comme vous dites, il y a pas moins de 300 associations. Comment est-ce qu'on imagine la vie des milliardaires? On l'imagine dans des îles paradisiaques, dans des yachts, dans des lieux extraordinaires. Et pourtant, on sait qu'il y a beaucoup de gens fortunés qui sont malheureux. Donc, d'où l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur ». Moued Altrad, il ne vit pas comme ça. Donc il a une vie très simple et c'est peut-être son secret pour ne pas subir effectivement les travers de la fortune. Alors, avec sa vie très simple, c'est pour ça qu'il est apprécié par les gens. Donc moi j'ai posé la question à un chauffeur de taxi et je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez Moued Altrad? Et il me dit, qui ne connaît Moued Altrad? C'est quand même le premier employeur de l'Hérault. Et en même temps, pendant le déjeuner, donc ça, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cette interview dans le restaurant? On a bien fait parce qu'il était interrompu à chaque fois, donc il y a des gens qui viennent le saluer, qui le félicitent pour les résultats obtenus pour l'équipe de rugby de Montpellier, qui le félicitent pour tout ce qu'il fait. Il y a des gens qui demandent de faire un selfie avec lui, donc on voit très bien que c'est quelqu'un qui est vraiment très apprécié. Et pourquoi? Parce qu'il a une humilité déconcertante. Alors, est-ce qu'il est heureux? Eh bien, je lui ai posé la question clairement. Est-ce que vous êtes heureux? La notion de bonheur, je sais pas, c'est un vaste sujet. Oui, je suis heureux dans mon travail.
mon bonheur passe par celui des autres, en fait. Oui, Mais ça, vraiment, ça, quand c'est je me sens utile, je suis heureux. Oui. Je fais une action, par exemple, là, je suis heureux d'être avec vous parce que je sais que vous aurez beaucoup de monde qui regarde cette vidéo. Ah, c'est gentil. Je suis heureux, je ne fais pas c'est des messages. Oui, Ce que les gens captent de ce que je dis, si dans les moments où je suis peut-être clair dans ce que je dis, ben ça me suffit. Oui. Voilà, ça me suffit. Oui, Et c'est mon bonheur. Je vais être content cet après-midi, grâce à vous et grâce à c'est vos gentil. auditeurs. Mais je suis heureux aussi lorsque j'interviens devant des écoles, des gamins de 5-6 ans, où vous leur racontez de façon ultra simplifiée mon histoire personnelle. Et ils ont les yeux qui flashent et vous leur dites ce que vous êtes aujourd'hui. Et ben, c'est déjà pas mal. Donc le bonheur, vous le trouvez un peu dans le regard des autres, je pense, le contact humain, dans j'ai besoin des autres, j'ai besoin de ces interactions. Oui, c'est mon miroir en fait. Exact. C'est ma jauge, quoi. C'est vrai, c'est la jauge. C'est ma jauge, parce absolument. que je vois personne dans la journée, c'est pas terrible. Alors, je vais sortir un adage que vous connaissez, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, je ne sais pas si je vais vous poser cette question. Oui. Vous êtes arrivé au sommet. Moi, j'aimerais bien que... Alors, il faut peut-être me contredire. Moi, j'ai envie de dire que quel que soit le rang d'une personne, et là aussi, on peut avoir des problèmes comme tout le monde. Donc, je veux dire, ça ne veut pas dire que que la vie est un long fleuve tranquille. Mais j'ai jamais travaillé pour l'argent. Vous voyez, on me dit Altrad, milliardaire, etc. Oui, etc. voilà, On raconte beaucoup de choses. Oui. Mais ça n'a jamais été un objectif pour moi, si vous voulez. C'était pas ça le vrai moteur, en fait, quelque part. Non, parce que l'argent, si vous voulez, que toute la première boîte, elle a créé. Après, elle a été redressée, gagné un peu d'argent, ça a été recyclé, l'argent pour acheter une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce qu'on a le groupe Altrad actuel, et c'est ça. Moi, je vais bien, mais c'est pas une vie de de manière milliardaire. simple. Non, en fait, ce qui est déconcertant, moi je vous le dis devant tout le monde, c'est votre humilité. C'est une claque, c'est une leçon d'humanité pour nous tous, et c'est une certaine sagesse. Et ça, c'est peut-être votre parcours aussi qui vous l'a dicté. C'est sûrement, vous savez, notre vécu impacte notre présent, c'est évident. Ce qui me motive, si vous voulez, dans le travail, c'est les gens. On apprend beaucoup et puis on traduit ça à notre manière. C'est les relations qu'on a avec les autres, absolument. Et c'est comme ça qu'on grandit tous les jours. Mes écrits me font grandir, mais c'est mes actions qui sont extra professionnelles à travers des associations, des choses humanitaires. On voit la misère, quoi, vous savez, et après, vous dites, je suis ridicule là-haut lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans la misère. Vous circulez dans les rues de Montpellier, tous les feux rouges, il y a des Syriens qui mendiquent. Oui, c'est vrai. Et c'est très compliqué de vivre avec ça. Après, le chef d'entreprise, comme vous le savez, il a un rôle politique, entre guillemets. Mais c'est pas la politique, si vous voulez. La politique, c'est de faire ce que je viens de vous dire. C'est ça. Propre. Mais après, les mendiants, les trucs comme ça, et la régulation de ça, c'est le politique. Est-ce que le politique, il fait son rôle correctement? Ça, c'est difficile à apprécier, quoi. Ça dépend des pays. Est-ce que, si vous aviez une baguette magique, est-ce qu'il y a des choses que vous aurez changées dans votre parcours? Franchement, rien. Avec beaucoup de modestie, si vous voulez. J'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est ça qu'on aimerait qu'un jour on dise de moi. J'ai fait aussi des erreurs. Comme tout le monde. Et j'aimerais aussi qu'on dise, pardon. Après, on est critiqué, vous savez. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit, donc malheureusement. Notamment en France. Comment il peut être riche, c'est un parcours incroyable, il y a sûrement quelque chose il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose. Mais ça fait un demi-siècle que je suis dans ce pays, ce quelque chose, on ne l'a pas trouvé. Oui, absolument. Et l'État français est actionnaire chez Altrad à hauteur de 10%. Ah, ça c'est à travers la BPI alors? Oui. À travers la banque d'investissement. Oui. Mais je suppose qu'ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé ce quelque chose. Non, il n'y a pas de quelque chose. Non, je ne pense pas. Autrement, de toute façon, ça serait su, ne serait-ce que lorsque vous avez fait campagne pour les élections. C'est anecdotique, mais pour dire, malgré tout ça, ça se dit encore.
Mais ça c'est vrai. Alors bon, il y a ce... C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Dès qu'il y a de la réussite, on se dit c'est pas normal, etc. Alors que quand on arrive là où on est arrivé, je crois on peut pas dire à quelqu'un comme vous que vous l'avez pas mérité, vu d'où vous venez, où est-ce que vous êtes arrivé. C'est vraiment il y a de la sueur. Par contre, au contraire, c'est de l'admiration qu'on doit avoir parce que c'est de la résilience à l'état pur. Je vous remercie pour ça. Et puis, je suis très heureux de bavarder avec vous. c'est gentil. Alors, peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui, Moued? C'est de continuer à faire ce que je fais. Mais pour que je puisse le faire, il faut que je sois en bonne santé. Mais je trouve aussi mon équilibre. Bien sûr. Et je pense l'avoir trouvé. C'est ça. Vous savez, Voilà. parfois on a des soucis, la maladie, C'est compliqué. l'histoire d'enfants, des petits-enfants, etc. C'est ce qui est mon cas. À ce niveau-là, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas différent. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Merci. Merci, c'est un très très bon moment passé avec vous. Et merci voilà. à notre photographe. Ah ben on a une grande caméraman à côté, absolument, Voilà. tout à fait. Merci Maria. Merci. Est-ce que vous connaissez Moued Altrad? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur? C'est un monsieur très très simple, très humble. Il nous a ramené le titre à Montpellier, le rugby. Et franchement, il a fait du bien à Montpellier. Les gens qui le connaissent, ils l'aiment bien, les gens de Montpellier? Franchement, oui. Moi, dans mon entourage, oui. Ce monsieur-là, en tout cas, j'imagine qu'il a eu la richesse qu'il a eue parce qu'avant qu'elle soit extérieure, il l'a eu à l'intérieur. Et donc, ce n'est qu'un reflet de son intérieur, parce que l'extérieur et l'intérieur sont en reflet permanent. Voilà, même si je ne vous ai pas restitué tout ce qui s'est dit pendant cette journée avec M. Altrad, parce qu'on a abordé énormément de sujets divers et variés. J'espère vous avoir dressé un portrait assez complet du personnage, parce que ce que je vous ai montré, ce sont les moments forts, ce sont les questions qui me semblaient les plus pertinentes pour mieux le connaître, le comprendre et savoir comment vit ce personnage hors du temps qui aurait pu bien évidemment vivre différemment tel qu'on l'imagine. Mais non, c'est quelqu'un de très très simple et qui continue son bonhomme de chemin avec une philosophie extraordinaire. Alors comment est-ce qu'on se ressent après avoir passé un bon moment avec lui? Moi je suis sur un petit nuage, mais je pense que ma femme Maria, qu'il a rencontrée pour la première fois, va mieux exprimer ce que je ressens, et donc je vais lui laisser le mot de la fin. Et moi je vous dis à très bientôt sur Business Story. C'est quelqu'un de gentil, humble, une bonté à couper le souffle. On est bien, on peut attendre des heures et des heures à l'écouter. Il a un cœur énorme. Ça doit être un père de famille et un mari aimant. Et puis il a une famille extraordinaire, aussi bien que sa femme et ses enfants. Je souhaite à M. Altrad une longue vie, plein de bonheur. Maria, tu peux venir ici pour avoir un autre angle, pour ne pas avoir ça. Donc, Mais Maria, on l'a fait travailler. Je l'ai fait travailler. Non, mais il faut le faire payer. Absolument.